Il y a des enfants qui ne pleurent plus, pas parce qu'ils sont forts, pas parce qu'ils sont résilients, mais parce qu'ils ont appris que pleurer ne sert à rien, que personne ne viendra, que leurs larmes dérangent. Alors ils les avalent. Ils apprennent à sourire quand ils ont mal, à se taire quand ils ont peur, à disparaître quand l'atmosphère devient dangereuse. Et ces leçons, apprises avant même de savoir parler, vont les suivre toute leur vie. Parce que le trauma d'enfance n'est pas juste un souvenir douloureux qu'on peut ranger dans un coin de l'esprit. C'est une empreinte neurologique, une programmation profonde, un câblage du système nerveux qui définit comment la personne percevra le monde, les autres et elle-même pour le reste de son existence. L'enfant traumatisé ne grandit pas et ne laisse pas le trauma derrière lui. Il grandit autour du trauma. Le trauma devient le fondement sur lequel tout le reste se construit. C'est la lentille à travers laquelle il voit le monde. C'est l'architecture invisible de sa personnalité adulte. Et le plus tragique, c'est que la plupart des gens ne font pas le lien. Ils vivent avec de l'anxiété chronique, de la dépression, des problèmes relationnels, et ils se demandent « Pourquoi je suis comme ça ?» sans réaliser que la réponse se trouve dans ce qui leur est arrivé avant l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, nous allons explorer ce territoire, comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant traumatisé. Comment ces expériences sculptent la structure neuronale, quels sont les effets qui persistent à l'âge adulte, et si la guérison est possible. Pour comprendre les effets à vie du trauma d'enfance, il faut comprendre ce qui se passe au niveau neurologique. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est biologique, c'est physique. L'amygdale, le centre de détection de menaces du cerveau, devient hyperactive. Chez un enfant traumatisé, elle se développe plus grosse que la normale. Elle est aussi constamment en alerte. Elle voit des menaces même là où il n'y en a pas. Imaginez une alarme incendie défectueuse qui se déclenche pour un toast brûlé, c'est ce que devient l'amygdale après un trauma. Cette hyperactivité ne disparaît pas avec l'enfance. L'adulte qui a grandi avec un trauma vit dans un état d'alerte chronique. Son système nerveux ne se détend jamais complètement. Un regard légèrement désapprobateur déclenche la même réaction qu'un danger mortel. Le cerveau ne peut plus faire la différence entre danger réel et danger perçu. L'hippocampe, responsable de la mémoire et du contexte, se développe moins. Il est littéralement plus petit. Cette réduction signifie que la personne a du mal à contextualiser les menaces. Elle ne peut pas facilement distinguer entre le passé et le présent. Quand quelque chose rappelle vaguement le trauma, le cerveau réagit comme si le trauma se produisait maintenant. C'est ce qu'on appelle un flashback émotionnel. Ce n'est pas toujours un souvenir visuel clair, souvent c'est juste une sensation. Une terreur soudaine sans cause apparente. Une honte écrasante qui surgit de nulle part. La personne ne comprend pas pourquoi elle se sent comme ça. Le cortex préfrontal, la zone de la pensée rationnelle et de la régulation émotionnelle, est aussi compromis. Le stress chronique réduit la matière grise dans cette région. La personne grandit avec moins de capacité à réguler ses émotions, à gérer ses impulsions, à penser rationnellement quand elle est émotionnellement activée. C'est pour ça que les adultes avec des traumas d'enfance peuvent être émotionnellement réactifs. Ils passent de 0 à 100 en une seconde. Ce n'est pas de l'immaturité, c'est que leur cortex préfrontal n'a pas les ressources pour contenir l'activation émotionnelle. Et puis il y a l'axe HPA, le système de réponse au stress. Chez un enfant traumatisé, il devient dysfonctionnel, soit en hyperactivation constante, inondant le corps de cortisol, créant de l'anxiété chronique, soit en effondrement complet, créant de la fatigue écrasante et de la dissociation. Dans les deux cas, la réponse au stress est brisée. Le trauma d'enfance façonne la façon dont la personne se relie aux autres. Nos premiers liens deviennent le modèle de toutes nos relations futures. Si l'enfant vit un trauma, l'attachement devient insécure. Il y a 3 formes principales. L'attachement anxieux. L'enfant a appris que l'amour est imprévisible. À l'âge adulte, cette personne est terrifiée de l'abandon. Elle devient collante, jalouse. Elle teste constamment l'autre. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Prouve-le. Et ironiquement, cette anxiété pousse souvent les gens à partir. L'attachement évitant. L'enfant a appris que ses besoins émotionnels dérangent. À l'âge adulte, cette personne a peur de l'intimité. Elle garde les gens à distance. Dès qu'une relation devient trop proche, elle trouve des raisons de s'éloigner. Mais ce n'est pas vrai qu'elle préfère être seule. Elle a désespérément besoin de connexion. Elle a juste trop peur de la vulnérabilité. L'attachement désorganisé, c'est le plus dévastateur. L'enfant a appris que la personne censée le protéger est aussi la source du danger. À l'âge adulte, cette personne oscille de façon chaotique entre anxiété et évitement. Elle a évidemment besoin de connexion,
mais dès qu'elle l'obtient, elle panique et sabote. Ces relations sont intenses, instables, souvent destructrices. Ces patterns ne sont pas des choix, ce sont des adaptations de survie devenues automatiques. Le système nerveux détecte une situation qui ressemble à l'enfance et déclenche la réponse apprise. Le trauma crée aussi des croyances fondamentales. Je ne suis pas digne d'amour, les autres vont me faire du mal, le monde est dangereux, mes besoins ne comptent pas. Ces croyances fonctionnent comme des filtres. La personne ne voit que ce qui les confirme, et elle agit d'une façon qui finit par créer exactement ce qu'elle craint. Il y a aussi la répétition du trauma. La personne se retrouve attirée par des situations qui reproduisent son trauma d'enfance. L'enfant d'un alcoolique devient partenaire d'un alcoolique. L'enfant négligé tolère des relations où il est constamment ignoré. Ce n'est pas du masochisme. C'est une tentative inconsciente de maîtriser le trauma, mais ça ne marche jamais. Et puis il y a la difficulté à établir des limites. L'enfant traumatisé a appris que ses limites ne comptent pas. À l'âge adulte, cette personne ne sait pas comment dire non, elle tolère des relations abusives. Elle se laisse exploiter, et elle se sent coupable quand elle essaie de poser une limite. Le trauma d'enfance se manifeste de façon très concrète à l'âge adulte. L'anxiété chronique, pas l'anxiété situationnelle normale, mais un état d'alerte constant, un sentiment de danger imminent sans raison claire, une incapacité à se détendre complètement, un esprit qui ne peut jamais s'arrêter de servir de scanner pour les menaces. Cette anxiété est logique pour un système nerveux qui a appris que le monde est dangereux. La dépression profonde, l'effondrement du système de stress, le corps qui dit « je ne peux plus », la perte d'espoir ancrée dans l'expérience que les choses ne s'améliorent jamais, souvent accompagnée d'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir, le système de récompense du cerveau est dysfonctionnel. La dissociation. Dans l'enfance, quand la réalité était trop douloureuse, l'enfant s'échappait mentalement. Il se déconnectait. C'était adaptatif. Mais à l'âge adulte, cette dissociation se déclenche trop facilement. La personne sort de son corps dans des situations stressantes. Elle observe sa vie de l'extérieur. Elle ne se sent pas réelle. Les problèmes de régulation émotionnelle. La personne oscille entre être submergée par les émotions et ne rien ressentir du tout. Elle est soit en crise émotionnelle totale, soit engourdie. Il n'y a pas de juste milieu. Les symptômes physiques. Le corps garde le score. Le trauma s'encode dans les tissus. Les personnes avec des traumas d'enfance ont des taux beaucoup plus élevés de douleurs chroniques, de fibromyalgie, de syndrome du côlon irritable, de maladies cardiovasculaires. Leur corps est en inflammation chronique. Les troubles du sommeil, l'insomnie, les cauchemars. Parce que le système nerveux ne peut jamais se sentir assez en sécurité pour vraiment se détendre. Dormir, c'est être vulnérable. Et la vulnérabilité est dangereuse. Les comportements d'auto-sabotage. La personne arrive au bord du succès et se détruit. Elle ruine ses relations, elle quitte son emploi. Ce n'est pas conscient, c'est que le succès, la stabilité, sont tellement étrangers à son système qu'il crée de l'anxiété. L'échec est des familiers. L'échec est sûr. Les addictions, alcool, drogue, nourriture, sexe, travail, n'importe quoi pour réguler l'insupportable. L'addiction n'est pas le problème, c'est la solution que la personne a trouvée au trauma. C'est la seule façon qu'elle connaît pour calmer le système nerveux en détresse. Le trauma d'enfance ne façonne pas seulement les symptômes. Il façonne l'identité elle-même. Qui la personne croit être. L'enfant construit son sens de soi à travers le reflet des autres. Si les parents le traitent avec amour, il apprend qu'il est aimable. Mais si ses reflets sont déformés, brisés, absents, l'enfant construit une identité fissurée. L'enfant abusé peut développer une identité de honte. Il croit qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en lui, que c'est de sa faute. Cette honte devient le noyau de son identité. Chaque erreur devient une confirmation de sa bassesse. L'enfant négligé peut développer une identité d'invisibilité. Il croit qu'il ne compte pas, que ses besoins ne sont pas importants. À l'âge adulte, cette personne a du mal à prendre de l'espace, à exprimer ses opinions. Elle vit en périphérie de sa propre vie. L'enfant qui a dû grandir trop vite développe une identité de pseudo-adulte. Il devient hyper responsable, hyper contrôlant, incapable de se détendre. Il croit que sa valeur vient de ce qu'il fait pour les autres, pas de qui il est. Cette personne ne sait pas comment être vulnérable, comment demander de l'aide. Il y a aussi la fragmentation identitaire, différentes parties qui ne communiquent pas. Une partie performante, une partie terrifiée, une partie en rage. La personne se sent comme si elle était plusieurs personnes différentes. Qui suis-je vraiment? La réponse n'est pas claire. Le trauma crée aussi une identité de victime ou de survivant.
Certains restent coincés dans l'identité de victime. Tout est relié au trauma. Ils ne peuvent pas avancer. D'autres adoptent une identité de survivant guerrier. Rien ne peut me détruire. Il y a de la force là-dedans, mais aussi une rigidité, une incapacité à être vulnérable. L'identité saine serait « oui, quelque chose de terrible m'est arrivé. Ça fait partie de mon histoire, mais ce n'est pas toute mon histoire. » Mais atteindre cette intégration est un travail de toute une vie. C'est la question que tout le monde se pose. Si le trauma d'enfance sculpte le cerveau, change la biologie, définit l'identité, est-il possible de guérir? La réponse est oui, mais ce n'est pas un retour à un état pré-trauma. C'est une transformation. C'est apprendre à vivre avec les cicatrices d'une façon qui ne vous définit plus. Le cerveau a une capacité appelée neuroplasticité. Il peut changer. De nouvelles connexions peuvent se former. Mais ça demande du temps, beaucoup de temps et du travail intentionnel. La première étape est toujours la sécurité. On ne peut pas traiter un trauma si on est toujours en danger. Il faut sortir de l'environnement traumatique, créer une base stable. La deuxième étape est la reconnaissance. Arrêter de minimiser, arrêter de se dire « ce n'était pas si grave », regarder en face ce qui s'est passé et dire « oui, c'était grave, oui, ça m'a blessé, et ce n'était pas de ma faute ». La troisième étape est la thérapie spécialisée. Le trauma ne se guérit pas avec la thérapie par la parole seule. Il faut des approches qui travaillent avec le système nerveux, EMDR, thérapie somatique, IFS, Internal Family Systems, thérapie sensorimotrice. Ces approches aident à retraiter les mémoires traumatiques, à calmer le système nerveux, à intégrer les parties fragmentées. La quatrième étape est la régulation du système nerveux. Apprendre des outils concrets, respiration, mouvement, ancrage sensoriel, techniques pour sortir de l'hyperactivation ou de l'hypoactivation, pour élargir progressivement la fenêtre de tolérance. La cinquième étape est la reconstruction de l'identité, se redécouvrir au-delà du trauma, explorer qui on est vraiment quand on n'est pas en mode survie, développer une compassion envers soi-même, apprendre à se traiter avec la douceur qu'on aurait dû recevoir enfant. La sixième étape est la connexion, trouver des relations saines, apprendre progressivement à faire confiance, à être vulnérable, à recevoir de l'amour sans avoir à le gagner. C'est souvent la partie la plus difficile, mais c'est aussi la plus guérisseuse. Parce que le trauma se produit dans les relations, et la guérison se produit aussi dans les relations. La guérison n'est pas linéaire, il y aura des rechutes, des jours où l'ancien désespoir revient, des moments où les symptômes réapparaissent, et c'est normal. La guérison du trauma profond prend des années, parfois toute une vie, mais chaque pas compte. Chaque moment où la personne choisit la conscience plutôt que l'évitement. Chaque fois qu'elle ose la vulnérabilité, chaque journée où elle survit malgré la douleur. Tout ça recable le cerveau, tout ça transforme. Et un jour, peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine, mais un jour, elle regardera en arrière et réalisera que le trauma ne la contrôle plus, qu'elle peut ressentir de la joie sans culpabilité, qu'elle peut se connecter aux autres sans terreur, qu'elle peut être elle-même sans honte. Le trauma laissera toujours des traces. Il fera toujours partie de son histoire. Mais il ne sera plus toute son histoire. Et c'est ça, la guérison, non pas l'effacement du passé, mais la libération de sa tyrannie. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous. Ici, on explore la psychologie humaine en profondeur, sans filtre, sans superficialité, juste la vérité sur ce qui nous rend humains. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Parce qu'à la fin, le trauma d'enfance ne définit pas votre valeur. Il ne fait pas de vous quelqu'un de brisé de façon irréparable, il fait de vous quelqu'un qui a survécu à l'insupportable, quelqu'un qui porte des blessures, oui, mais aussi quelqu'un qui a développé une force que peu de gens connaissent. La force de continuer quand tout en vous veut arrêter. La force de chercher l'amour quand on vous a appris que vous n'en étiez pas digne. La force de croire en la possibilité de guérison quand toute votre biologie vous dit que c'est impossible. Et si vous êtes en train de guérir, sachez ceci. Chaque jour où vous choisissez de rester, c'est une victoire. Chaque moment où vous osez ressentir, c'est un acte de courage. Chaque pas vers la vie, aussi petit soit-il, est un triomphe sur tout ce qui a essayé de vous détruire. Vous n'êtes pas défini par votre trauma. Vous êtes défini par ce que vous en faites. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever.